Comment vivaient les lions des cavernes ? Quel type de chasse à l'ours ont pu pratiquer les hommes ? Ont-ils plus goûté l'ours brun que l'ours des cavernes ? Et comment les hominines et les carnivores ont-ils coévolué ? S'interroge le paléo-anthropologue Jean-Jacques Hublin. À côté de la consommation de la viande, que faisait-il de la peau des animaux chassés ? Les hyènes ont-elles pu consommer des hominines, nos ancêtres préhistoriques ? Et quelles sont les traces laissées par les carnivores et les activités de boucherie ? Jean-Jacques Hublin, professeur à l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionnaire à Leipzig en Allemagne, professeur invité, titulaire de la chaire internationale de paléo-anthropologie au Collège de France, nous entraîne dans une grande exploration des origines de la chasse chez les hominines, dans sa nouvelle série intitulée « L'homme prédateur ». La semaine passée, dans les premiers cours que nous avons diffusés, Jean-Jacques Hublin a décrit les différents comportements de prédation de nos lointains cousins les chimpanzés communs et les bonobos, pour les comparer avec ceux des hommes et tenter d'analyser la transition des singes non humains vers les hommes eux-mêmes. Le paléoanthropologue nous a introduits au changement climatique et aux évolutions des hominines, de nos lointains ancêtres primates plus proches des grands singes, au genre Homo avec son grand cerveau dont nous faisons partie aujourd'hui. Il a notamment souligné le tournant qu'a pu représenter dans l'évolution l'apparition d'Homo erectus, très vraisemblablement notre ancêtre direct, sa première occurrence remontant à 1,87 million d'années. Nous avons vu comment l'apport de viande et de graisse avait contribué à nourrir et développer un cerveau performant, mais gourmand en énergie et en protéines. Il y a 2 millions d'années environ, les hominines, chasseurs occasionnels de viande, intensifient leur pratique de prédation et entrent en concurrence avec les autres carnivores. Le cours précédent avait ouvert le dossier de la cohabitation, voire de la coévolution avec les félins sur le terrain de la chasse et du charognage, mais aussi de l'habitat avec des grottes tantôt occupées par les hommes et tantôt par des carnivores. Aujourd'hui, Jean-Jacques Hublin présente toute une faune sauvage en Europe, en Eurasie et en Afrique, où l'on croise le lion des cavernes, le puma européen, mais aussi de grands carnivores à dents de sabre qui ont disparu, les machairodontes. Alors qui chasse quoi ? Et comment l'homme s'avère-t-il tout chasser, même les très grosses bêtes ? Comment la faune des carnivores s'est-elle modifiée entre l'apparition d'Homo erectus et l'avènement d'Homo sapiens ? Enfin, comment s'achève la relation du couple homme et grand carnivore il y a 25 000 ans. Nous gagnons le Collège de France le 20 novembre 2018 pour le cours de Jean-Jacques Hublin, Chasseur ou proie, suite. Alors, bon, mon cours, ça n'est pas un cours ni de zoologie, ni de paléontologie des vertébrés, donc je ne vais pas vous montrer tous les carnivores qui ont existé, mais j'ai quand même eu envie de vous montrer au moins l'exemple des félins, parce que ces félins sont assez, pour tout dire, fascinants, un peu effrayants aussi, et sont des espèces qui ont fréquenté nos régions et qui ont persisté très longtemps. Je fais une petite parenthèse là-dessus. On pense d'ailleurs que quand les hominines sont sortis d'Afrique pour la première fois, il y a 1,8 ou 2 millions d'années, quelque chose comme ça, eh bien, longtemps, en fait, cette richesse des faunes de carnivores en Eurasie, et en particulier en Europe, a probablement été un facteur limitatif de leur expansion. Et ça explique probablement pourquoi cette variété de carnivores a existé aussi longtemps en Europe, parce que dans la compétition hominine-carnivore, c'était pas vraiment les hominines qui avaient le dessus, probablement, en tout cas jusque, disons, vers le milieu du Pléistocène moyen. Alors, voyons donc quelques exemples de ces carnivores qui habitent dans nos régions. Alors, je commence par le lion. Alors, tout le monde connaît le lion africain, hein. Eh bien, il y a en Eurasie un lion qu'on appelle le lion des cavernes, et qui est un lion d'une taille assez impressionnante. Il est plus grand qu'un lion d'Afrique actuel. Et c'est une forme qui existe à peu près partout, hein. On en trouve depuis l'Europe occidentale, à travers l'Asie, jusqu'au détroit de Bering, et puis en Amérique, en Alaska. Et ces lions, alors on a longtemps cru que ce lion des cavernes, c'était
espèce de sous-espèce de lion comme le lion africain. En fait, non. Des études, en particulier de paléogénétique, qui ont été rendues possibles par la découverte de spécimens bien conservés, en tout cas bien conservés du point de vue moléculaire, dans les zones les plus froides, eh bien, ont montré que c'était une espèce qui était assez isolée et différente des lions modernes qu'on trouve en Afrique et un petit peu en Asie encore. Et ces lions des cavernes, donc qui, encore une fois, vivent dans des climats qui peuvent être des climats périglaciaires, eh bien, ils ont été représentés par les hommes. Ça, c'est une peinture de la grotte Chauvet, qui est une des premières manifestations d'art figuratif qu'on connaisse en Europe occidentale. Eh bien, les hommes ont représenté ces groupes de lions qui devaient être assez impressionnants. On a aussi des sculptures de l'Aurignacien qui montrent ces félins. On a même une statue d'homme à tête de lion, donc ça devait être quelque chose qui impressionnait beaucoup les hommes modernes quand ils sont arrivés en Europe. Et je rappelle aussi que, alors pas le lion des cavernes, mais le lion d'Asie, celui qui est proche du lion d'Afrique, eh bien, a existé en Europe jusque dans la période historique. Hein. Donc vous connaissez tous les travaux d'Hercule, hein, et le lion de Némée, c'est pas un lion d'Afrique qu'Hercule va combattre, hein. C'est un lion comme il y en avait encore dans les Balkans au début des temps historiques. Et si vous allez au British Museum, je vous recommande d'aller voir les chasses d'Assurbanipal qui sont représentées sur des bas-reliefs du palais de Ninive. Encore une fois, c'était des lions qui vivaient dans toutes ces régions-là, et on a aujourd'hui encore quelques lions en Eurasie qui vivent dans un parc en Inde. Alors évidemment, on a aussi des tigres en Eurasie, alors plutôt dans l'Est. Ces tigres, celui-là, qui est une sous-espèce de grande taille, qui est contemporaine des Homo erectus, a été le prédateur de plus haut rang en Asie pendant très très longtemps, avant de pratiquement être éliminé de toutes les régions d'Asie. On a aussi en Europe, on a des panthères, qui ressemble probablement beaucoup aux panthères qu'on trouve en Perse, en Afghanistan, enfin dans le centre et sud de l'Asie, avec quelques petites différences. Mais ces panthères-là, on les a aussi en Europe. Donc on a des lions, on a des panthères. Et puis on a aussi des animaux qui nous sont, j'allais dire, familiers, mais dont on a un peu de mal à imaginer qu'ils ont existé aussi en Europe. Par exemple, on a un puma européen, qui se reconnaît à sa forme de crâne assez particulière. Les pumas, par rapport à d'autres félins, ils ont une face plus courte. On a des pumas qui existent pendant très longtemps dans le Pléistocène d'Europe. Et donc cet animal qu'on imagine toujours comme un animal nord-américain, en fait, ne fait son apparition en Amérique du Nord qu'assez tardivement dans le Pléistocène. Je crois que c'est autour de 40 000 ans, quelque chose comme ça. Et on soupçonne qu'en fait, il a une origine, le puma américain, une origine eurasiatique. On a aussi, alors ça, c'est beaucoup plus loin dans le temps, hein, c'est du Pléistocène inférieur et moyen. On a un jaguar comme le jaguar sud-américain. On a un jaguar, et ce jaguar en particulier, on va le trouver dans le site de Dmanisi, qui est ce site où on a les premières traces des hominines en dehors d'Afrique. On a aussi des guépards en Eurasie. Quand on a un guépard qui est un guépard géant, alors évidemment tout est un peu géant dans le Pléistocène, hein. Donc un guépard de très grande taille qui fait probablement une centaine de kilos à peu près, donc c'est beaucoup plus gros qu'un guépard actuel. Il a la taille au garrot d'un lion, mais plus légèrement bâti. Et donc ça aussi, c'est un animal qu'on va trouver à Dmanisi. Et alors, on a toute une gamme de félins de grande taille ou de taille moyenne qu'on rassemble dans une sous-famille qu'on appelle les Machairodontinés et qui se caractérise par ce développement extraordinaire des canines supérieures. Et ce développement des canines supérieures, c'est quelque chose qui s'est produit à plusieurs reprises dans l'évolution des carnivores. C'est-à-dire qu'on a plusieurs... ça commence déjà
à l'Oligocène, on a régulièrement des animaux qui se lancent, si je peux dire, dans ce type d'adaptation. Alors avec des canines plus ou moins développées et des adaptations masticatrices ou articulaires qui permettent l'utilisation de ces canines. Parce qu'évidemment, quand on a des canines comme ça, il faut pouvoir ouvrir la bouche pour mordre. Et voilà, ça c'est un chat. Vous voyez, un chat, ça peut ouvrir la gueule, mais enfin, dans certaines limites. Et ces limites sont largement dépassées par nécessité par ces machérodontes innés. Et c'est rendu possible par des modifications de l'articulation de la mandibule sur le crâne, parfois le développement, pas toujours, le développement à la mandibule d'une protection pour ces canines qui sont malgré tout assez fragiles, et puis des modifications musculaires aussi, en général des muscles masticateurs qui sont moins puissants que ceux des félins classiques, mais des muscles du cou, de la nuque, des épaules qui sont très puissants, avec probablement une capacité à appuyer, à frapper même, en utilisant toute cette musculature. Je vous disais que c'était quelque chose, c'était un type d'adaptation qui s'était reproduit plusieurs fois au cours de l'évolution des carnivores. Il me vient à l'esprit que c'est pas seulement chez les mammifères placentaires que ça s'est produit, ça s'est même produit chez les marsupiaux. Donc là, on sort complètement du monde des mammifères que vous avez l'habitude de voir, de fréquenter, si je peux dire. On a chez les marsupiaux une forme carnivore qui mime, si je peux dire, cette adaptation. Alors on a beaucoup spéculé sur le type de prédation que pouvaient pratiquer ces animaux. On a imaginé qu'ils poignardaient littéralement leurs victimes. On a imaginé peut-être qu'ils se nourrissaient seulement des parties molles des animaux, des entrailles, des choses comme ça. Ce qui semble aujourd'hui l'hypothèse la plus préférée des paléontologues, c'est que c'est probablement un mode d'attaque des proies qui se concentre sur probablement des vaisseaux, des nerfs vitaux, la gorge, en gros, des animaux, qui permet de les mettre à mort très très vite sans qu'ils ne se débattent, qu'ils se défendent. Parce que malgré tout, on imagine que ces dents très menaçantes sont aussi assez fragiles. Alors on a dans le Pléistocène, ça commence avant, dans le Miocène, le Pliocène, le Pléistocène, mais disons des formes que les hominines ont fréquentées. Eh bien, il y en a 3 tribus différentes avec plusieurs genres. Donc le genre Machairodus, évidemment, sur lequel est fondé le nom de la sous-famille, mais vous allez voir aussi d'autres espèces. Alors commençons par Machairodus, donc qui est un félin à peu près de la taille d'un lion, qui est connu aussi bien en Europe qu'en Asie qu'en Amérique, avec diverses formes. C'est pas un animal très courant, ça devait être un animal quand même relativement rare. On connaît des crânes assez bien conservés qui ont été découverts en Chine, et c'est une forme qui existe depuis le Miocène, je crois, et qui survit assez récemment, jusque dans le Pléistocène supérieur. Il y en a encore qui ont survécu. Alors il y a différentes espèces qui ont été identifiées. Je me lance pas là-dedans parce que la taxonomie de tous ces carnivores est extrêmement débattue, savoir s'ils doivent être regroupés dans le même genre, le même sous-genre, et la reconnaissance de différentes espèces. Mais on a des formes, en particulier une espèce qui s'appelle Machairodus horribilis. Alors celui-là, il devait être vraiment horribilis parce qu'il fait dans les 400 kilos, donc c'était vraiment une bête qu'on ne devait pas vraiment avoir envie de rencontrer. Alors, plus raisonnable, un genre qui est le genre Homotherium. Alors cet Homotherium, c'est un félin d'un peu plus petite taille. Il a des canines assez développées, mais pas autant que certains autres. On va le trouver de façon fréquente. Enfin, il y a plusieurs espèces qui ont été identifiées, mais on pense plus ou moins que tout ça, c'est une seule espèce qu'on avait appelée Homotherium latidens, qu'on trouve en Europe, en Asie, en Amérique du Nord. Il a des proportions des membres assez particulières. On a imaginé que c'est peut-être un animal qui était adapté à la course sur de longues distances
pour poursuivre du gibier, peut-être aussi même à une chasse nocturne, ou en tout cas dans des environnements peu lumineux. Il y a un gisement, alors qui n'est pas en Europe, qui est en Amérique du Nord, qui est une grotte qui s'appelle Friesenhahn, au Texas. Et dans cette grotte, on a trouvé les restes de 400 jeunes mammouths. Et on pense que c'est une tanière apparemment de ces homotherium qui ont l'air d'avoir une certaine préférence pour les jeunes mammouths. Ils sont quand même attrapés 400. Et donc ça, c'est un animal qui a existé en Europe jusqu'à environ 300 000, même un peu plus tard que ça. Donc ce genre Megantereon, que j'ai déjà évoqué. Alors Megantereon, on est toujours dans des animaux qui sont quand même nettement plus petits que ce fameux Machairodus que je vous montrais tout à l'heure. Voilà un Megantereon de Dmanisi, donc ce fameux gisement de Géorgie, du sud du Caucase. Alors c'est un animal, lui, qui va disparaître quand même assez vite de l'environnement des hominines, mais qu'on trouve jusque dans le Pléistocène inférieur, puisqu'il encore une fois, il est contemporain des premiers hominines. Et puis je termine avec mes félins à canines en lame de sabre, donc une forme là plus petite, probablement en dessous de 100 kg, qui s'appelle Dinophélis, et qu'on va trouver notamment en Afrique, alors là, contemporaine des Australopithèques. On sait que ces Dinophélis, ils chassaient probablement des babouins, des singes. On s'est beaucoup posé la question de savoir s'ils n'effectuaient pas aussi une prédation justement sur ces Australopithèques. Voilà, je ferme cette parenthèse, c'est juste pour vous donner une idée de ce qui existe comme félin dans l'environnement des hominides, mais on pourrait continuer, faire la même chose avec les hyènes, avec les canidés, avec les ours. C'est quand même assez extraordinaire. Et assez difficile à imaginer, parce que si vous allez vous promener dans les bois aujourd'hui en Europe, évidemment, il n'y a pas grand-chose qui ressemble à tout ça. Alors, pour en rester avec Dinophélis et puis les Australopithèques, je vais vous emmener maintenant en Afrique du Sud, justement, dans des sites où on a trouvé beaucoup d'Australopithèques. Et je voudrais maintenant vous parler du rôle des carnivores, d'abord de leur prédation sur les hominines eux-mêmes, et puis de leur rôle dans la formation des gisements où on trouve ces restes d'hominines. Alors pourquoi je vous emmène en Afrique du Sud, dans cet endroit qui est quasiment dans la banlieue de Johannesburg? C'est une vallée qu'on a appelée Cradle of Humankind, ça veut dire le berceau de l'humanité. Bon, c'est un peu ronflant, et personnellement, je ne pense pas que le berceau de l'humanité soit plutôt là qu'ailleurs, mais en tout cas, ça attire les touristes. Et ce qui est vrai, c'est que il y a dans cette vallée une série de sites qui sont des sites extrêmement célèbres et qui ont produit une quantité de fossiles d'hominines extraordinaire. C'est dans cette région qu'on a, au début du XXe siècle, découvert, décrit en abondance ces Australopithèques, notamment des sites comme Sterkfontein ou Swartkrans sont vraiment des sites historiques. Et tous ces sites sont très proches les uns des autres, dans une région qui est une région où il y a des formations calcaires, et ces formations calcaires sont creusées de cavités karstiques, de grottes, avec une évolution lente, un remplissage lent de ces cavités. Alors aujourd'hui, l'érosion a scalpé un petit peu ce paysage, et donc dans ces sites, on a un accès à ces cavités qui sont remplies de sédiments consolidés. Alors ces cavités, elles ont été découvertes, et les fossiles qui sont dedans ont été découverts surtout parce que on a utilisé ces endroits-là pour retirer du calcaire, enfin des concrétions calcitiques de ces grottes qui étaient nécessaires pour l'exploitation des mines d'or. Et donc c'est l'exploitation de l'or en Afrique du Sud qui a en grande partie permis la découverte de tous ces fossiles qui sont très précieux eux aussi. Alors ces sites se présentent, à l'origine se présentaient comme ça, C'était donc des réseaux karstiques dans le calcaire
qui étaient ouverts vers l'extérieur par des sortes de cheminées, un petit peu comme ce qu'on peut observer aujourd'hui dans le Quercy ou dans d'autres régions calcaires. En France, il y a beaucoup de sites paléolithiques qui sont dans ce genre d'environnement. Et dans ces cavités, il y a un remplissage qui est un remplissage généralement très dur. Ce sont des brèches qui contiennent des ossements fossiles. Alors, ça c'est le paysage original. Il faut imaginer ce paysage-là entaillé par l'érosion, découpé en quelque sorte, et avec une ouverture, une exposition de tous ces remplissages qui se présentent maintenant comme de la roche. Il y a des parties où on peut circuler qui sont vides, mais il y a aussi des parties qui sont entièrement cimentées. Et ces sites ont fonctionné pendant le Pléistocène et avant même comme on appelle ça en anglais death trap, c'est-à-dire c'est un piège mortel, un piège. C'est-à-dire qu'en gros l'idée c'est que si vous tombez là-dedans, vous ne ressortez pas, d'accord ? Et on a plusieurs cas où on a trouvé des squelettes complets, presque complets, d'Australopithèques dans ce type de site, où on trouve d'ailleurs des squelettes d'autres animaux, des babouins, d'autres mammifères. Et récemment, en 2010, on a publié une nouvelle espèce d'Australopithèque, Australopithèque sediba, qui est représentée par deux squelettes très complets. Ils ne sont pas complètement complets, si je peux dire, mais ils sont quand même très très complets. Et ces squelettes, on a essayé de reconstituer toute leur trajectoire. Et en gros, ce qu'on pense effectivement, c'est que ce sont des individus qui sont... Alors est-ce qu'ils sont descendus ou est-ce qu'ils sont tombés? On ne sait pas trop. Enfin, ils se sont retrouvés dans cette grotte. Alors soit ils sont morts en tombant, là c'était fini pour eux, si je peux dire. Soit ils ne sont pas morts tout de suite, mais ils ne pouvaient plus ressortir, donc ils ont fini quand même par mourir. Et ensuite, leurs restes ont été un petit peu déplacés, transportés dans ces grottes, et on a la chance donc d'avoir des squelettes complets. Une autre découverte du même type, qui est fameuse, qui elle a été faite dans un site qui est le site de Sterkfontein, toujours dans ce fameux berceau de l'humanité, fameuse vallée. Et là, vous voyez très bien, à Sterkfontein, on voit très bien ce karst, ces cavités, scalpées par l'érosion, qui montrent ces ouvertures avec un remplissage de brèches qui contiennent des ossements. Donc on a toute une stratigraphie. C'est assez compliqué parce que il y a évidemment, ça s'est rempli d'abord au fond, puis ensuite par-dessus, mais il y a notamment des coulées stalagmitiques qui sont venues parfois s'intercaler dans tous ces dépôts qui ont été érodés, puis redéposés. Enfin, c'est assez compliqué. Alors, à Sterkfontein, on a aussi un squelette d'Australopithèque qui a été découvert dans le membre 2, ce fameux Sterkfontein 573 qu'on appelle Littlefoot. On l'appelle Littlefoot parce qu'il a été découvert dans des circonstances assez rocambolesques. On a trouvé d'abord ses pieds dans une collection de restes de faune. Et puis, donc Ron Clark, qui a identifié ces restes, a envoyé 2 de ses aides dans la grotte de Sterkfontein avec une lampe électrique en disant, voilà, un bout de tibia coupé là, trouvé dans la brèche à ossements, où se trouve l'autre bout. Et curieusement, et assez rapidement, dans une grotte qui est quand même assez gigantesque, donc ces assistants ont trouvé, le raccord, si je peux dire, et le dégagement de ce squelette a pris des années et des années, il vient de se terminer. Et on a un squelette d'Australopithèque absolument complet, qui a probablement entre 3 et 4 millions d'années, qui est bien plus complet que Lucie, par exemple. Donc c'est vraiment le squelette le plus complet qu'on a. Donc on a ces sites qui fonctionnent comme des pièges à hominines, pas seulement hominines. Mais à côté de ça, on a aussi, dans tous ces ossements accumulés, beaucoup d'os qui portent des traces d'activité de carnivores. Alors, soit ce sont des ossements de babouins, soit ce sont des ossements d'hominines, mais on a des traces d'activité de carnivores. Alors, les hyènes qui broient les os, et puis aussi, parfois, autre chose que des hyènes. Et il y a un chercheur qui a travaillé en Afrique du Sud pendant très longtemps, qui s'appelait Brain, et Brain a
remarqué, enfin il a étudié de façon très détaillée la fragmentation de ces os, leur mode d'accumulation. Et Brain en est venu à la conclusion que la façon dont ces sites sud-africains fonctionnaient, c'était peut-être parfois ces fameux death traps, mais aussi des cavités qui étaient soit fréquentées par des carnivores qui amenaient des dépouilles dans ces cavités, soit des restes qui tombaient dans la grotte parce que les carnivores étaient actifs autour de ces entrées. Voilà, c'est un petit peu l'idée de Brain, hein, c'est que les léopards en particulier ont l'habitude de monter leur proie dans un arbre hein, pour éviter que les autres carnivores viennent leur disputer, que donc à la fin, finalement, une partie de ces ossements tombait dans ces cavités. Et donc il a surtout développé cette idée dans un site qui s'appelle Swartkrans, qui est un site fameux où on trouve des paranthropes, hein, ces fameux australopithèques robustes. Alors depuis, il y a eu beaucoup de discussions pour savoir si c'était essentiellement les carnivores qui avaient provoqué l'accumulation de ces restes ou pas. Puis aussi, on a beaucoup discuté pour savoir quel carnivore. Hein. On a parlé de ce fameux Dinophélis que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Mais Dinophélis n'est peut-être pas de la taille qu'il faut pour ça. Donc on pense plutôt à de léopards, hein, donc Panthera pardus, Megantereon, et puis alors toujours les hyènes qui sont autour. Et dans le fond, les études qui se poursuivent encore aujourd'hui dans ces sites semblent quand même confirmer largement les interprétations de Brain. Je vous montre un site qui se trouve toujours dans la même région. C'est le site de Kromdraai, qui livre aussi des restes de paranthropes. Toujours pareil, vous voyez, ces massifs calcaires qui ont été entaillés par l'érosion et puis remplis par des sédiments ou meubles ou cimentés. Donc ça, c'est un site qui est connu depuis très longtemps, mais dont l'étude a été reprise récemment par le professeur José Braga de l'université de Toulouse, avec une collaboration avec des collègues sud-africains. Et dans ce site de Kromdraai, on trouve des restes d'hominines qui sont quand même très très fragmentés et qui portent souvent des traces d'activité des carnivores. Alors ces traces d'activité, on les trouve sur d'autres mammifères de ces sites. Toujours pareil, on trouve aussi des restes de jeunes carnivores, ce qui suggère que c'était plutôt des espèces de tanières. Alors ce qui est intéressant dans des sites comme Kromdraai, c'est que on trouve quand même beaucoup de jeunes paranthropes. Hein. Et ces paranthropes, on sait aussi qu'ils sont affectés par un fort dimorphisme sexuel. Et on pense qu'on trouve plutôt ou des jeunes ou des femelles, et peu ou pas de mâles. Et peut-être que l'explication, c'est que les félins qui effectuent cette prédation sur ces hominines, ils attrapent ce qu'ils peuvent, hein, ceux qui sont les plus faciles à attraper, donc les jeunes, les plus petits, et pas les gros mâles méchants. Et alors l'autre chose que Braga a fait remarquer, c'est que dans ce site, donc on est à peu près 1,5 million d'années, quelque chose comme ça, dans ces sites, on a des restes de paranthropes, on a aussi des restes du genre Homo. D'accord ? Alors je vous rappelle que ces paranthropes, on les interprète comme des formes qui dérivent des australopithèques anciens, qui sont plutôt adaptés à des milieux ouverts, plutôt quand même végétariens, mangeant des nourritures peut-être coriaces, au moins de façon saisonnière. Et alors, l'alternative sur le plan adaptatif, au milieu de ces changements environnementaux, c'est l'option Homo, chasseur, mangeur de viande, etc. Donc on en trouve un petit peu dans ces sites, mais on en trouve en beaucoup moins grand nombre que les paranthropes. Et donc il y a deux explications. Soit il y avait moins d'hommes dans la nature qu'il n'y avait de paranthropes, et l'autre explication, c'est que les félins qui exercent cette prédation sur les paranthropes, l'exercent beaucoup moins sur les représentants du genre Homo, parce que peut-être que ces représentants du genre Homo, qui sont eux-mêmes des chasseurs, ont peut-être une plus grande capacité à résister à cette prédation. Alors, ces histoires de consommation, si je peux dire, d'hominines par les carnivores, ou de confrontation entre hominines et carnivores, ça ne se limite pas aux australopithèques.
Et donc, je reviens au gisement de Dmanisi, en Géorgie, donc autour d'1,8 million. Donc, c'est vraiment la première sortie d'Afrique. Et là, on a encore un scénario un peu du même genre qu'à Swartkrans, hein, c'est-à-dire qu'on a, parmi tous les crânes qui ont été découverts dans ce site, il y en a un, Dmanisi 2280, sur lequel on a aussi 2 marques de canines faites dans la région occipitale par probablement un Megantereon, un de ces félins avec des canines en lame de sabre. Alors, on est près d'un petit lac, hein, il y a une espèce de petite péninsule, et on pense que ces hominines, ils viennent disputer aux carnivores des carcasses pour les récupérer. Bon, ils les disputent, mais parfois ça tourne mal, hein, donc peut-être qu'ils arrivent à chasser les carnivores pour récupérer ces carcasses, mais là, celui-là de carnivore, apparemment, c'est quand même pas laissé faire. L'individu, il n'a pas tellement de traces de consommation, si je peux dire, par un carnivore. Donc c'est peut-être juste une attaque comme ça. Mais enfin, il est mort pas longtemps après, hein, si même il a survécu. Et puis on a des sites beaucoup plus récents où on va trouver des situations comparables. Alors là, on est il y a seulement un demi-million d'années avant le présent, en Afrique du Nord, au Maroc. Donc on a des représentants de ce qui est probablement soit l'ancêtre d'Homo sapiens, soit un Homo heidelbergensis, quelque chose comme ça. Et on a dans ce gisement de la carrière Thomas, qui était dans la banlieue de Casablanca autrefois, mais maintenant c'est plus la banlieue, c'est Casablanca qui s'est agrandi autour de ces carrières, on a le remplissage d'une grotte où on a beaucoup de restes de mammifères qui manifestement ont été essentiellement accumulés par des carnivores. Parce qu'ils ont beaucoup de traces de morsures, de grignotage. Et parmi ces restes, on a ce fémur qui est un fémur humain. Et ce fémur humain, eh bien, quand on étudie les dommages qu'il a subis, il est clair qu'il a été consommé, probablement par une hyène, hein, compte tenu de la taille des stigmates qu'on observe dessus. C'est Camille Daujar qui a étudié très en détail ce fossile que nous avons publié en 2016. Alors, ce qui est évidemment, quand on dit ce fémur, il a été consommé par une hyène, c'est assez difficile de savoir si la hyène elle-même a effectué une prédation sur des hommes, si elle a tué un homme et qu'elle l'a ramené dans cette grotte. Est-ce que c'est un autre carnivore qui l'a abattu et la hyène a récupéré une jambe, hein? Ou alors, il est même possible que ça soit une mort naturelle et que c'est un charognard qui a récupéré un bout de cadavre d'hominine. En tout cas, encore une fois, comme on a quand même pas mal de restes d'hominines dans ce site, où, encore une fois, on voit une activité des carnivores assez importante, on a quand même l'impression que, même pour cette période assez récente, eh bien, on a encore un rôle des carnivores d'accumulation de restes humains dans des sites particuliers. Et pour terminer, je vous montre quelque chose qui est encore plus récent, puisque là, il s'agit de dents d'hommes de Néandertal. Alors là, on est entre, disons, 40 000 et 50 000 à peu près, en Charente, dans un gisement qui s'appelle Marillac ou les Pradelles, qui a été fouillé par mon maître Bernard van der Merch quand j'étais étudiant. J'allais faire des stages de fouilles sur le gisement de Marillac quand j'étais jeune. Et la fouille a été reprise par Bruno Moreil par la suite. Et donc là aussi, on a un site où on a pas mal de restes d'hommes de Néandertal qui sont découverts. On a de l'industrie, mais on sait aussi que le site a fonctionné comme une tanière de hyènes. Parce qu'on a des coprolites, on a des jeunes hyènes, on a des ossements d'animaux qui sont complètement consommés par les hyènes. Les hommes et les carnivores alternent dans le site. Ils alternent, mais de temps en temps, ils se retrouvent ensemble. Hein, et ça, c'est une dent, donc c'est une incisive supérieure de Néandertalien. Ça, c'en est une autre, hein, ce sont 2 dents différentes. Et ces dents, elles ont été initialement écartées par la personne qui a fait la première identification. Elles n'ont pas été reconnues comme des restes d'hominines. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, cette racine était très étroite,
il y avait une morphologie de la couronne dentaire aussi qui n'est pas ce qu'on observe normalement chez un néandertalien. Mais en y regardant de près, Bruno Moreil s'est rendu compte qu'en fait, eh bien, ce qui était arrivé à cette dent, c'est qu'elle avait été usée par les sucs gastriques d'une hyène, et c'est la dissolution d'une partie de la racine et du bord de l'émail dentaire qui lui donne sa morphologie si particulière. Et donc, depuis, on a regardé les dents de Marillac, les Pradel en détail, et on a trouvé d'autres dents comme ça. Et donc, voilà, je vous ai raconté qu'il y avait des coprolites de hyène, des excréments de hyène fossilisés. Et ben, dans ces coprolites de hyène, ou autour de ces coprolites de hyène, il y a quand même des dents de néandertaliens qui ont été digérées et qui se promènent. Alors, on peut faire la même réflexion qu'à propos de la carrière Thomas, c'est-à-dire comment ces néandertaliens sont arrivés là, on ne sait pas trop. Est-ce qu'ils ont voulu prendre la place des hyènes et ça s'est mal passé? Est-ce que sont des cadavres qui ont été récupérés par les charognards? Enfin, en tout cas, on a cette consommation. Donc, voilà, pour conclure cette partie-là, je voulais simplement vous montrer que la première photo que je vous ai montrée, c'est une confrontation entre différentes espèces de carnivores. Et ben, dans ce jeu-là, les hominines n'ont pas toujours eu le dessus, et même jusqu'à des périodes récentes, il y a une prédation ou une consommation de corps d'hominines par les carnivores, félidés au moins, et hyènes de façon certaine, même pour des périodes aussi récentes que les derniers néandertaliens. Alors maintenant, on va regarder l'autre côté de la pièce, l'autre revers de la médaille, qui est la prédation des hominines sur les carnivores en général. Alors, bon, il y a carnivores et carnivores, hein. Vous avez compris qu'il y a quand même des très très gros félins qui vont être quand même pas très commodes. Et puis après, il y a des carnivores, en particulier des canidés de beaucoup plus petite taille, des loups, des dholes, des chiens sauvages, des choses comme ça, des renards, des petites bêtes aussi, hein, dans les mustélidés. Et d'une façon générale, il faut dire que surtout pour les périodes anciennes, les traces de prédation des hommes sur les carnivores, c'est quand même très rare, hein. Alors je vous montre quand même 2 ou 3 exemples qui sont assez spectaculaires et d'ailleurs qui ont été publiés assez récemment. Donc ça, c'est une des choses qui me laisse le plus perplexe, si je peux dire. Les hommes modernes, les hommes qu'on appelle modernes, ceux qu'on trouve au Poétique supérieur, bon, eux, ils chassent tout. Enfin, le problème des hommes modernes, c'est ça, c'est que s'ils veulent tuer une baleine, ils tuent une baleine, hein. Donc, ils ne sont pas limités, ils ont la technologie pour faire à peu près ce qu'ils veulent. Alors, ce qui est très étonnant, c'est quand même, quand on remonte dans le temps, par exemple, dans le stade isotopique 9, c'est-à-dire là, on est autour de 400 000 ans à peu près, donc on est chez des formes très anciennes de néandertaliens. C'est les hommes qui vivent à Cima de los Huesos, enfin qui vivaient autour de Cima de los Huesos en Espagne, à Burgos. Donc toujours dans ce site d'Atapuerca, mais dans une autre grotte qu'on appelle Grande Dolina. On a dans un niveau qui est le niveau 10, donc du stade isotopique 9, on a des restes de lions, ce fameux lion des cavernes, qui manifestement ont été exploités par l'homme. Alors exploités comment? On a décrit déjà abondamment dans les cours précédents. C'est-à-dire on a des os longs qui ont été brisés intentionnellement pour extraire la moelle. Et on a sur les côtes, à l'intérieur de la cage thoracique, des marques de découpe avec des outils de silex qui suggèrent que les hommes ont eu un accès direct et un accès premier avant des charognards, des animaux, aux viscères à l'intérieur de la cage thoracique. Alors, c'est un exemple unique. Je ne connais pas d'autres exemples aussi anciens sur un animal de cette taille-là. Hein, parce que, bon, encore une fois, on n'imaginait pas que des pré-néandertaliens aient pu s'attaquer à un lion des cavernes. Mais les auteurs de cet article, dans leur conclusion, quand même, suggèrent que l'hypothèse de la chasse est l'hypothèse qui paraît la plus raisonnable, enfin la plus parcimonieuse, comme on dit. Mais je dois dire que ça pose beaucoup de questions. Alors, je vous le disais à l'instant, les hommes modernes, quand on arrive dans le Paléolithique supérieur, là, c'est quelque chose qui devient beaucoup plus, j'allais dire, sinon habituel, mais en tout cas, on a des exemples de prédation sur des animaux comme des lions. Et voilà un autre exemple. Alors là, on a fait un saut dans le temps. Hein. On est au Magdalénien, c'est-à-dire on est il y a 14 000 ans ou quelque chose comme ça.
Et c'est une découverte qui a été faite aussi en Espagne, dans les Cantabres, qui est assez extraordinaire, parce que dans une grotte assez profonde, à un endroit où il y a une espèce de cercle de pierre, alors que les archéologues décrivent comme quelque chose d'origine anthropique, volontaire, on a 9 phalanges de lions des cavernes. C'est tout ce qu'on a de ce lion des cavernes. Et ces phalanges, elles portent des traces de découpe à leur surface. Et quand on regarde à quoi ça correspond dans l'anatomie de la patte d'un félin, eh bien, la conclusion qui s'impose, c'est que ces phalanges qui ont été découvertes sont des phalanges qui étaient sur une peau de lion. Et quand on dépouille un lion, enfin quand on dépouille à peu près n'importe quel animal, il y a une technique pour garder les griffes à l'extrémité de la peau. Et ça consiste à découper ces ligaments, et c'est à peu près de façon certaine les traces qu'on voit sur ces phalanges. Et donc ça, c'est quand même assez extraordinaire, parce que, bon, voilà, des gens sont allés dans une grotte avec une peau de lion, là-bas au fond, au milieu d'un cercle de pierre, donc on peut imaginer, rêver tout ce qu'on veut, mais bon, quand même, ce que ça implique, c'est que les hommes ont eu accès à une carcasse de lion suffisamment complète, probablement chassée, pour en retirer la peau et la garder. Hein. Donc, à cette époque-là, on a de la chasse au lion par ces hommes, et c'est pas un petit lion, hein, c'est un super lion. Un autre sujet à propos de la chasse des carnivores qui a beaucoup agité les archéologues, c'est la question de la chasse à l'ours. Alors, on a dans le Paléolithique plusieurs exemples de chasse à l'ours, avec dans le Paléolithique, disons moyen ancien, 2 sites qui sont très connus, dans lesquels on a des restes d'ours qui ont manifestement été chassés, consommés, etc. Il y a un site qui est le site de Biache-Saint-Vaast, qui est dans le nord de la France. Dans ce site de Biache-Saint-Vaast, on a beaucoup de restes d'animaux. Alors on est autour de 170 000 à peu près. Hein. C'est la fin du stade isotopique 7. On a des aurochs, mais on a beaucoup d'ours. Alors ça dépend si on compte les spécimens ou si on compte les individus, mais on a en gros un petit quart des ossements qui sont trouvés dans le site, qui sont des ossements d'ours. Et quand on regarde, toujours pareil, hein, quand on regarde les traces de découpe sur ces ours, eh ben on voit qu'ils ont subi de la boucherie comme d'autres animaux dans le site. Il semble que ce soit surtout la consommation de viande qui était la raison première de cette chasse à l'ours, mais on a toujours pareil des découpes sur les phalanges qui suggèrent qu'il y a aussi une volonté de récupérer la peau de ces animaux. Et vous voyez que ce sont surtout des adultes qui sont chassés, des jeunes adultes qui sont capturés, tués par ces néandertaliens, donc qui vivent dans le nord de la France il y a 170 000 ans. Ce qui est intéressant à Biache, c'est qu'on a de l'ours brun, on a aussi, dans ces sites de cette époque-là, on a des ours des cavernes, ou l'ancêtre des ours des cavernes, qu'on appelle Ursus dellingeri. Et manifestement, les hommes préfèrent les ours bruns. Hein. Alors, dans le cas de Biache, on a envisagé que c'était peut-être, la rareté des restes d'ours des cavernes était liée au type d'environnement où se trouvait le site, qui est un environnement plutôt ouvert. Mais ça s'applique probablement pas à un autre site où on a de la chasse à l'ours, qui est le site de Taubach, en Allemagne. Ce site de Taubach, il est dans la banlieue de Weimar. Et c'est un site... alors, il y a plusieurs sites dans cette région qui portent des noms. Alors, Taubach, Weimar, Heringsdorf sont au moins 2 sites différents. Et ces sites qui ont été découverts et exploités au début du XXe siècle sont des sites qui sont déposés dans des conditions interglaciaires, et on a un travertin, c'est-à-dire un calcaire tendre, déposé par des sources. Et dans ces travertins, on trouve des restes d'animaux, on trouve même des feuilles d'arbres. Enfin, on a une très belle reconstruction de l'environnement. Et là, c'est un environnement tempéré, plus ou moins, forestier. Et à Taubach, pareil, on a de la chasse à l'ours. On a dénombré des restes d'ours qui représentent probablement 51 individus qui ont été tués par ces néandertaliens. Et là,
c'est pareil. On sait que dans la faune, dans la nature, il y a des ours des cavernes, mais ces Néandertaliens, eux, ce qu'ils chassent, c'est les ours bruns. Pourquoi? Alors, la question de la chasse à l'ours des cavernes par l'homme de Néandertal, c'est quelque chose qui est très très débattu. Il faut quand même se rendre compte que l'ours des cavernes, on le voit comme un ours plutôt végétarien, hein, omnivore plutôt végétarien, mais c'est quand même très gros, un ours des cavernes. Hein. Et donc, c'est peut-être ce qui explique la préférence, si je peux dire, pour les ours bruns, qui sont déjà des animaux assez dangereux à chasser, mais peut-être que l'ours des cavernes, c'est vraiment très dangereux à chasser. Donc, on n'a pas beaucoup de chasse à l'ours des cavernes chez l'homme de Néandertal, mais on va en avoir avec les hommes du Paléolithique supérieur. Je vous ai dit, eux chassent tout. Alors, cette exploitation des carnivores dans le Paléolithique, je vous ai parlé de l'exploitation de la viande, et je vous ai dit que l'ours, probablement, le lion, on avait des exploitations de la fourrure au Paléolithique. On voit aussi des petits animaux comme le renard, par exemple, qui sont exploités pour la fourrure. Alors, c'est connu dans le Paléolithique supérieur, mais on connaît quelques exemples plus anciens. Et ça, c'est un exemple qui me tient à cœur parce que c'est un site que j'ai fouillé avec mes collègues de l'Université de Bordeaux il y a pas mal d'années, qui est le site de Jonzac, en Charente-Maritime. Et on a un tibia de renard polaire qui porte des découpes qui montrent encore une fois que les hommes de Néandertal s'intéressaient déjà à la fourrure. Alors, cette exploitation des petits carnivores, évidemment, c'est difficile d'exclure que ces animaux soient uniquement exploités pour la fourrure. Voilà un exemple du Paléolithique supérieur qui est le site de Kina-Aval, où on a là aussi des renards. On a des loups qui ont été chassés. Et ces loups, comme ces renards, manifestement, ont été utilisés à la fois pour récupérer de la fourrure, mais aussi pour être consommés, pour être mangés. Alors, pour finir, je voudrais vous dire quelques mots sur l'impact de tout ça sur cette fameuse coévolution des carnivores et des hommes, des hominines. On en a déjà parlé. Avec le développement de la prédation chez les hominines en Afrique, surtout après 2 millions d'années, eh bien, on observe des modifications des faunes de grands carnivores. Et un collègue suédois a publié pas mal sur cette question-là, et il a fait observer que entre 2 millions d'années et 1,5 million d'années, on a une chute de la diversité des grands carnivores. Et cette chute de la diversité des grands carnivores, avec la disparition de ces hyènes un peu bizarres, de ces grandes hyènes, de ces félins à canines en lame de sabre, etc., qui disparaissent du paysage africain, l'interprétation qu'on peut en faire, c'est que c'est la concurrence d'un nouveau prédateur qui s'est installé dans cette niche écologique de la prédation des ongulés, qui en est responsable, donc de l'homme. Et cet homme, ma foi, même s'il se fait attaquer de temps en temps par les carnivores, comme on l'a vu à Kromdraï, il semble quand même beaucoup mieux se défendre que les paranthropes qui sont connus à la même époque. Et il est difficile d'imaginer des raisons environnementales, écologiques pour cette disparition de toutes ces espèces de carnivores, parce que quand on regarde ce qui se passe avec les petits carnivores, ceux qui font moins de 25 kilos, quelque chose comme ça, eh bien, on a au contraire une augmentation de la diversité de ces espèces. Donc on a vraiment une rupture d'équilibre, si je peux dire, de tout ce spectre d'espèces de carnivores avec l'arrivée d'un nouvel acteur. Alors comme je vous l'ai dit déjà, ce nouvel acteur, il est très présent en Afrique, il va mettre beaucoup plus de temps à s'imposer en Eurasie, avec une conquête, si je peux dire, d'abord du milieu méditerranéen, mais l'occupation permanente des moyennes latitudes de l'Europe, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus tardif avec les Néandertaliens. Donc c'est vraiment dans la deuxième moitié du Pléistocène moyen qu'on voit se produire cette installation des hommes, disons dans le centre de l'Allemagne, le nord-ouest de l'Europe, ces régions-là. Et de fait, on a une survie dans ces régions-là d'une faune de carnivores très riche, avec tous ces grands félins très dangereux, qui survivent là très très longtemps. Je vous l'ai dit déjà, on a des homothériums en particulier en Europe, jusqu'après 300 000, et un des plus, qui est devenu un des plus fameux récemment, eh bien, c'est cet homothérium qui a été découvert dans le gisement de Schöningen,
en Basse-Saxe. Je vous ai parlé de Schöningen plusieurs fois. C'est ce site où on a ces épieux, ces lances faites en bois qui datent d'environ 300 000 ans. Donc dans un milieu interglaciaire, au bord d'un petit lac où les hommes viennent chasser des chevaux. Et on a découvert il n'y a pas très longtemps, dans ce site, et ça a été une surprise parce qu'on n'imaginait pas qu'il y avait encore à cette époque-là ce genre d'animaux, eh bien on a découvert des restes d'un jeune homotherium, donc que ces hommes ont pu rencontrer. Alors ces dents, elles sont venues dans mon laboratoire à Leipzig pour être scannées, pour construire des modèles virtuels de ces dents. Alors ce sont les restes d'un jeune homotherium, et il est mort, on ne sait pas comment, mais il est mort au bord de ce petit lac. Il a été lui-même charogné par d'autres carnivores, probablement de la hyène, probablement un canidé. Dans le site, on a aussi un humérus qui a été trouvé, et cet humérus, il porte des traces qui sont interprétées de différentes façons, mais pour certains, ce sont les traces d'activité des carnivores, mais pour d'autres, c'est ce qui ressemble à des impacts sur cet humérus suggère qu'il a été utilisé par les hommes comme retouchoir, c'est-à-dire un objet en os qui sert à tailler les outils, à retoucher le bord des éclats. Et donc là, on a quelque chose, si c'est vraiment confirmé, qui est assez étonnant, parce que bon, on n'est plus dans la chasse, mais on est dans l'utilisation, un peu comme la peau du lion. On utilise aussi les os de l'homotherium pour tailler le silex. Voilà, alors cette évolution du couple homme-carnivore va quand même plutôt se terminer mal pour les carnivores. Donc cette grande diversité de formes qu'on avait en Eurasie, eh bien, elle va prendre fin avec l'arrivée de l'homme moderne. On a en particulier, je vous ai dit, cet ours des cavernes dont la chasse était quand même assez limitée pour les hommes de Néandertal. Et on a une longue évolution des ours des cavernes à côté des hommes de Néandertal. Ils sont apparus à peu près vers la même époque, il y a un peu plus d'un demi-million d'années. Ils ont évolué côte à côte. Quand les Homo sapiens arrivent, là, ça dure pas très longtemps. Il y a environ 25 000 ans, un petit peu moins. Eh bien, ça se termine pour l'ours des cavernes, donc il disparaît, probablement parce que l'Homo sapiens le chasse activement. Il va aussi fréquenter les grottes profondes de façon beaucoup plus intense que l'homme de Néandertal, et probablement aussi être capable, pendant les périodes d'hibernation, de récupérer assez facilement des proies d'ours des cavernes dans ces grottes. Pour les autres carnivores dont je vous ai parlé, certains vont survivre un peu plus longtemps. Le lion des cavernes, on en a qui a existé assez tardivement, disons jusqu'à l'extrême fin du Pléistocène. Les panthères, des choses comme ça. Les panthères ont existé en Europe jusque dans la période historique. Enfin, disons que l'activité humaine va amener toutes ces formes à la disparition. Et d'une façon générale, l'expansion des Homo sapiens sur toute la planète va avoir un impact très négatif sur les faunes de mammifères. Et bon, dans le domaine des proies, disons ce que les hommes chassent directement pour leur consommation, on voit que c'est surtout les gros animaux qui sont impactés. Donc les éléphants, les très grosses bêtes comme ça vont disparaître un petit peu partout, sauf en Afrique. Et chez les carnivores, eh bien, c'est à peu près la même chose qui se passe en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Donc là, on est après 14 000 ans. Et ces régions-là, comme l'Australie, comme certaines parties de l'Eurasie, sont des régions où il n'y a pas eu cette longue coévolution de l'homme avec des faunes locales. Donc ce sont des régions où il n'y a jamais eu d'homme auparavant, et c'est là que l'impact va être maximum sur les faunes, et en particulier sur les faunes de carnivores. Vous voyez que disons pas tous, mais une grande partie des grands carnivores disparaissent assez rapidement à l'extrême fin du Pléistocène ou au début de l'Holocène dans ces régions-là. Alors, est-ce que c'est la chasse directe de ces carnivores par les hommes qui est responsable de cette disparition? Plus probablement, c'est simplement la compétition
Donc la poursuite de cette compétition, dont on a vu qu'elle commençait à affecter les faunes de carnivores en Afrique de l'Est, disons il y a 2 millions d'années, eh bien là cet impact va devenir de plus en plus grand. Pourquoi ? Parce que les hommes chassent le même genre de gibier que chassent les grands carnivores, et donc ces carnivores vont disparaître. Et finalement, ceux qui vont s'en tirer le mieux, eh bien, ce sont ceux qui ont été des commensaux des hommes. Je vous ai parlé de ces interactions entre les loups et les hommes. Il y a toute une littérature maintenant sur la domestication des loups, des chiens, etc. Il y a tout un débat pour savoir si ça s'est passé plutôt au milieu du Paléolithique supérieur, disons autour de 25 000 ans. Il y a des gisements en Moravie où on a beaucoup de restes de canidés, alors qu'ils sont interprétés par certains déjà comme des chiens et pour d'autres plutôt comme des loups. Mais vous voyez, on est entre chien et loup. Voilà. Et ce qui est certain, c'est qu'à la fin du Paléolithique supérieur, on a des gisements. Il y a en particulier un gisement en Allemagne qui s'appelle Oberkassel, où on a trouvé 2 squelettes humains. Et avec ce squelette humain, on a un squelette de chien. Et c'est un vrai chien, donc qui est avec ces chasseurs de la fin du Paléolithique supérieur. Et donc voilà, les animaux qui se sont laissés domestiquer, si je peux dire, parmi les carnivores, sont ceux qui finalement sont arrivés jusqu'à nous, en tout cas en Eurasie. Les autres, en Afrique, en Asie, sont quand même un petit peu mal partis. En tout cas, on pourra les voir encore pendant un moment dans des parcs et des zoos. Alors certains prétendent que, en fait, ce ne sont pas les hommes qui ont domestiqué les chiens et les chats, mais en réalité, c'est le contraire.